Bonsoir. Écoutez, j'espère que la soirée va bien se dérouler. Je suis très content, Espace Marx est très content d'accueillir Frédéric Mélier pour cette conférence. Frédéric est conseiller régional du PCF en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine. Il est par ailleurs collaborateur au secteur national entreprise du PCF et c'est un militant très présent sur le terrain. Mais pour une fois, il a commis une contribution dans la revue La Pensée, dans le dernier numéro, le numéro 412. Et donc, il va nous faire part un petit peu de la problématique qu'il a tricotée ou détricotée sur théorie des blocs et retour, je dirais, à une conception plutôt classiste. Mais il va nous en dire plus. À toi, Frédéric. Merci Dominique et merci pour l'invitation d'Espace Marc, c'est toujours un plaisir. Oui, comme tu as dit, j'ai commis cet article. Euh, j'ai envie de dire, c'est un mûrissement qui vient pas de loin, mais c'est un mûrissement sur les 5 dernières années, sur beaucoup dans le débat, la réutilisation qu'on peut juger opportune ou pas opportune de la phraséologie, du vocabulaire gramscien euh, un peu partout. Donc on a un revival, un retour de Gramsci euh, dans le débat politique. Je le dirais comme ça, et puis après je développerai parfois pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on sait bien que parfois, quand un auteur revient à la mode, il y a un peu de tout qui réapparaît. Et donc, on est depuis une dizaine d'années sur un retour de Gramsci dans la pensée politique. Je l'ai dit pour la pensée, c'est d'ailleurs assez étrange que ce retour ait d'abord été effectué par le biais de l'extrême droite française, quand même, qui s'est emparée de Gramsci et plus tard, une partie de la gauche a réutilisé et réinterrogé Gramsci. Donc voilà, ce mûrissement, il vient aussi de là. Moi, personnellement, d'ailleurs, de lecture que j'ai pu avoir de Gramsci sur plusieurs œuvres, et donc d'interroger un peu certains concepts politiques qui ont été utilisés, voire même qui ont dépassé le cadre de la simple, j'ai envie de dire, de la gauche, on va dire comme ça, en le disant rapidement, même si on peut contester cette idée de la gauche radicale, pour s'imposer d'ailleurs au soir du premier tour des élections présidentielles dans le vocabulaire des journalistes. Et donc la notion de bloc, par exemple, a dépassé le simple cadre des militants pour s'imposer sur les plateaux de télévision. Et ce qui est intéressant, c'est que Christophe Ledigol, qui est un sociologue de l'université de Nanterre, a produit un article dans le numéro de La Pensée, le 411, où il décortique un peu cette utilisation de notions de bloc sur les plateaux de télévision et dans les soirées électorales. Comment en fait on utilise un vocabulaire qui s'impose à tous pour construire une imagerie politique. En fait, c'est cette lecture de cet article qui m'a poussé à me dire il faut aller un petit peu plus loin, non pas que l'article de Christophe Ledigol n'était pas pertinent, mais parce qu'il fallait interroger même la notion de bloc comme outil pertinent, en tout cas de mon point de vue de militant communiste et dans la visée de transformation de la société. Est-ce que cette notion de bloc était pertinente dans notre vision de transformation et comme un outil permettant euh, le rassemblement de la population, parce que c'est un peu ça qui est posé derrière. C'est aussi le fruit, donc je l'ai dit, de lecture de Gramsci, mais aussi d'un petit bouquin
qui est sorti en 2016, enrichi en 2017 suite aux élections présidentielles de 2017, qui s'appelle toujours d'ailleurs L'illusion du bloc bourgeois, qui a été écrit par Bruno Amable et Stefano Palombaraini, excusez-moi, qui décortique un peu comment euh, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Les stratégies qu'il a mis en place, c'est les catégories sociales qu'il a été en capacité de rassembler sur son projet en 2017. Ils l'ont enrichi d'ailleurs, ils l'ont enrichi leur bouquin post-élection, c'est-à-dire d'être en capacité, ils avaient écrit une partie, 90% du livre avait été écrit avant la présidentielle, il a été enrichi de l'expérience de l'élection présidentielle. Et ils font, dans ce livre-là, ce petit opuscule qui est paru à raison d'agir, toute une analyse des courants électoraux qui ont existé on va dire, ces 30 dernières années et comment les catégories sociales euh, se, sont, se sont inscrites dans telle ou telle force politique avec des contradictions existantes dans ces inscriptions-là et comment en fait Emmanuel Macron a été en capacité de faire exploser ces contradictions pour créer un nouveau bloc politique rassemblant le centre-gauche et le centre-droit, et tout ça à partir des catégories sociales et des aspirations des populations selon les catégories sociales. Euh, je dis catégorie sociale, sauf que les deux auteurs n'utilisent pas du tout ce terme-là. Ils parlent de classe pendant tout leur bouquin. C'est-à-dire qu'ils parlent d'une classe urbaine, des classes périurbaines, des classes moyennes, des classes inférieures. Enfin, on décortique toute la société en une diversité de classes qui, selon moi, doit nous interroger sur quels sont les outils qu'on utilise pour analyser, comprendre la société dans laquelle on vit. Donc, moi, je le dis tranquillement, hein, pour ceux qui ont envie de lire ce bouquin, c'est plutôt un très bon bouquin qui fait une très bonne analyse et une très bonne photographie de ce qui traverse la société et les catégories sociales, sauf qu'il a, à mon sens, un défaut, c'est celui de faire une photographie de ce qu'est notre société et les aspirations qui peuvent exister selon les catégories sociales, mais en insistant beaucoup sur ce qui divise plus que sur ce qui rassemble et ce qui pourrait rassembler la population. Et donc, c'est un peu le reproche. Et à partir de là, ils construisent, face à l'illusion du bloc bourgeois tel qu'ils le définissent, la nécessité de construire un bloc populaire. Qui dit bloc, grosso modo, induit de manière quasi automatique dans la pensée le fait d'associer, de construire une alliance ou des alliances de classe. Et c'est un peu sur ça qu'il a fallu s'interroger en allant rechercher ce qui était derrière le bloc tel que conçu par Gramsci, sa pertinence au moment de la conception politique et de la volonté politique qu'il y avait derrière, les traductions qu'il y a pu y avoir, et est-ce que c'était pertinent pour la société française telle qu'elle est aujourd'hui. Alors il faut bien voir que quand Gramsci travaille sur la notion de bloc, on est dans la société italienne des années 20, il commence à l'utiliser d'ailleurs en travaillant sur la question méridionale, puisqu'il a beaucoup travaillé sur la question méridionale, en faisant une référence qui est d'ailleurs contestée à Sorel, avec une société italienne qui est marquée et divisée, on va dire de cette manière-là, une classe ouvrière dans le nord de l'Italie, je vais y aller schématiquement, et une paysannerie très importante dans le sud. Et cette notion de bloc tel qu'il a construit, à ce moment-là, sur la question méridionale, répond aux besoins de l'alliance
de la classe ouvrière dans le nord de l'Italie, après les expériences qu'il a pu faire d'ailleurs dans les usines, les expériences conseillistes, et le besoin de construire une alliance avec la paysannerie italienne. C'est-à-dire que si on voulait, et s'il voulait construire un bloc majoritaire, il fallait élargir le champ, ne pas en rester à la simple classe ouvrière parce que ça ne correspondait pas à l'entièreté de la société italienne, mais bien de l'élargir à la paysannerie italienne. Je tiens à dire d'ailleurs que cette notion de bloc, il a construit comme ça dans la question méridionale. Il la développera un petit peu plus dans les cahiers de prison, mais j'ai envie de dire malheureusement pour lui, c'est pas ce qui restera dans l'héritage de sa pensée, puisque c'est plutôt la notion de bloc comme alliance qui va rester et qui va traverser l'histoire et qui est arrivée jusqu'à nous. Voilà, la notion de bloc historique telle qu'il a construit plus tard, qui peut être d'ailleurs qui peut être un outil à travailler en termes d'unicité, n'est pas arrivé. C'est pas ce terme-là qui aujourd'hui nous intéresse particulièrement. Cette pensée-là qui va avoir pour l'Italie des années 20, elle va avoir un prolongement en France avec le bloc ouvrier et paysan pour la même raison, c'est-à-dire qu'on a une paysannerie qui est très forte en France, une petite paysannerie avec quelques hectares de terre. C'est là, on est sur la tradition issue de la Révolution française, avec aussi l'existence d'un salariat paysan. Et donc, on va avoir la même notion de bloc ouvrier et paysan en France qui va être construit pour être en capacité de construire une majorité dans le pays. Voilà. Alors, d'ailleurs, ça va être travaillé à partir d'un. Ça va avoir des conséquences sur le territoire français, même si c'est pas ça va pas être quelque chose d'extraordinaire, mais on va avoir par exemple une influence du communisme en zone rurale avec Renaud Jean qui va être un des premiers députés communistes dans le Lot-et-Garonne, une construction auprès de la paysannerie qui va marquer durablement l'histoire du parti communiste, qui trouvera ses prolongements d'ailleurs dans la résistance et jusque dans les années 80. Voilà, donc cette idée d'alliance de classe, elle est là, c'est-à-dire comment on aide au rassemblement et à la construction d'une alliance entre la classe ouvrière et la classe paysanne à ce moment-là. La question qui nous est posée, c'est est-ce que en 2021, cette notion de classe telle qu'elle a été construite telle qu'elle a été construite dans les années 20, c'est-à-dire un siècle plus tôt, est encore pertinente pour notre société. Et donc, ce qui m'a amené à regarder un peu telle qu'était construite aujourd'hui la société française et de manière obligatoirement schématique. Hein. Je ne dis pas que la manière dont je l'ai construit et dont j'ai analysé les choses ne mérite pas de la nuance, du travail et plus de recherche que ça, mais ce qu'on regarde, c'est qu'aujourd'hui, ce qui domine la société française plus que tout, c'est le salariat, puisqu'aujourd'hui, 89%, 89,5 je crois d'ailleurs, de la population active, je précise active, hein, est salariée. C'est-à-dire que on n'est plus sur, tel que ça pouvait exister dans les années 20, des classes vraiment disparates, différentes, avec du côté une paysannerie, une classe ouvrière de l'autre, des employés très minoritaires, et puis une petite bourgeoisie et une grande bourgeoisie. On est aujourd'hui dans la population française sur une domination très large du salariat dans la population, avec là-dedans, bien sûr, des disparités énormes des salariés. C'est-à-dire que l'avis de ce que peut être un cadre supérieur dans une très très grande entreprise
et ce qui est celle d'un livreur à vélo, effectivement, pas la même. Ceci étant dit, euh, ce, ce qui domine, c'est le salariat dans notre pays. Deuxième chose qui doit nous interroger, c'est que dans ce salariat, on a encore des images d'Épinal qu'on a besoin de déconstruire collectivement. C'est-à-dire que au début des années 2010, on avait, pareil, je vais le faire un peu de manière schématique, des catégories populaires qui étaient encore majoritaires dans le salariat. Quand je dis catégorie populaire, ça va être les employés et les ouvriers. Or, on a eu une bascule et les différentes crises qu'on a traversées ont contribué à cette bascule. C'est que on a eu une forte diminution, même sur les 10 dernières années, de la place des ouvriers dans les catégories salariées et une augmentation considérable des catégories intermédiaires des catégories supérieures. Quand je dis supérieures, c'est cadres et ingénieurs. Ce qui fait, par contre, le caractère commun de tous, c'est que, je vais le dire de manière un peu, euh, là aussi, un peu basique, mais c'est qu'ils n'ont que leur force de travail pour vivre. On va le dire comme ça. Ce sont des salariés, ils vendent leur force de travail et ils vivent tous, mais tous, la domination et l'exploitation. Et à partir de là, bien évidemment, il y a des disparités, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont énormes entre la manière dont on vit la domination et l'exploitation selon son poste de travail. Par contre, ce qui peut être noté, c'est que les crises qui traversent le système capitaliste aujourd'hui, euh, le développement de l'exploitation, que ce soit en direction des ouvriers, des employés, mais aussi des catégories intermédiaires et supérieures, font que il y a des choses qui aujourd'hui peuvent amener à la jonction. Et quand on voit l'expérience de ce qui a été vécu à Orange avec les suicides en série qu'il y a pu y avoir à France Télécom, je dis Orange, mais c'était France Télécom, mais qui est la réalité aussi de toute une série de cadres, l'exploitation est terrible et très forte dans les catégories populaires, mais elle touche aussi les autres catégories de la population. Ce qui doit nous amener quand même à réfléchir, non pas tel que c'est développé par certains en termes de réflexion euh, de bloc, mais bien de travailler à une logique de construction, d'unité du salariat dans le pays. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, euh, j'ai la conviction que nous ne sommes pas face à différentes classes, mais à différentes catégories de salariés. Ce qui change un petit peu la donne dans la manière dont on analyse. Et je crois que la volonté de créer la volonté ou en tout cas le fait de vouloir utiliser le mot classe crée de la confusion sur les objectifs qu'on a besoin de construire en commun et surtout, à mon sens, efface le fait que on ne vit pas que de la domination dans le système capitaliste, on vit de l'exploitation. Voilà. Et ce qui est un élément central du système capitaliste, qui est un système d'exploitation et que ce système d'exploitation traverse l'ensemble des salariés. Ce qui doit nous amener à comprendre les évolutions qui existent, les disparités et les divergences qui peuvent traverser le salariat, parce qu'il ne s'agit pas de dire ici, on repart à la belle époque de la construction de la classe ouvrière et on travaille juste une conscience de classe telle qu'elle pouvait exister dans les années 50. Parce que, bien évidemment, les aspirations sont pas les mêmes quand la fin du mois commence le 15 du mois et quand, en fait, à la fin du mois, on peut faire des économies ou partir en vacances au ski. Donc, il y a des vraies disparités dans le salariat et il ne s'agit pas de les nier. Par contre,
il y a peut-être des choses à travailler sur des aspirations qu'on pourrait construire collectivement. Et je crois que, par exemple, la bataille des retraites aujourd'hui nous montre que on peut construire des aspirations communes aux salariats. C'est vrai, je le dis sur les retraites, c'est vrai aussi sur la question de la sécurité sociale. C'est vrai, par exemple, du besoin énorme de formation qui existe aujourd'hui chez les salariés. Quand je dis besoin, c'est aussi une aspiration à pouvoir se former tout au long de la vie et donc d'être en capacité de construire aujourd'hui un système qui réponde à ce besoin de formation et aux besoins aussi de sécurité qui traverse la population. Et je pense que ce que porte, par exemple, le Parti communiste en termes de sécurité, d'emploi, de formation, peut être une revendication qui traverse l'ensemble de la population. Autre aspect qui me paraît un élément de jonction important dans le salariat, c'est, je viens de l'évoquer, euh, l'évolution de la formation. C'est-à-dire que on a affaire aujourd'hui à une catégorie, enfin une catégorie d'âge où on a de plus en plus de salariés qui sont très formés. Et quand je dis ça, c'est que ça touche bien évidemment les cadres et les ingénieurs, mais aussi les ouvriers et les employés qui sont de plus en plus formés avec des bacs professionnels, mais parfois aussi des diplômes universitaires, qui fait qu'ils sont aussi les uns et les autres en capacité de réfléchir à quelle peut être la gestion de leur entreprise. Et on voit des dynamiques qui peuvent se créer entre ouvriers et ingénieurs ou cadres sur la gestion de l'entreprise, notamment lors de batailles, de luttes autour du devenir d'un site industriel, par exemple. Donc, tout ça montre qu'il y a des jonctions à construire qui ne sont pas tant la question d'une alliance, d'un bloc où il faudrait faire des alliances de classe, mais bien de travailler à une base sociale qui serait une base sociale qui serait l'unité du salariat vers des aspirations communes. Donc, les aspirations communes, j'en ai cité quelques-unes, et je pense que, par exemple, la question de la démocratie, de l'intervention de la gestion des entreprises, me paraît un élément fondamental et unificateur du salariat là-dedans. Voilà. Et je pense qu'il faut que, je l'ai évoqué, mais c'était en sous-entendu dans ce que je disais, c'est que la révolution informationnelle transforme profondément les choses et donc à partir de là, appelle à ce que des jonctions se fassent entre les différentes catégories. Voilà. Euh, quelques éléments encore. Euh, on insiste beaucoup et à juste raison sur le fait qu'il faut que les catégories populaires reviennent dans le jeu et dans le match sur les enjeux politiques, dans la bataille politique. On voit que certains appellent ça la grève des urnes, mais en tout cas l'abstention est de plus en plus forte chez les catégories populaires. Donc il y a une urgence aujourd'hui à faire en sorte que les forces politiques, les forces syndicales permettent euh, le retour des catégories populaires dans le débat politique et quand je dis ça, non pas en termes de consommation de l'espace politique, mais bien d'intervention et d'être acteur du débat politique. Mais voyons bien que le débat qui est en train qui traverse les catégories populaires est aussi en train de toucher une partie des catégories intermédiaires et supérieures. Donc, il y a un enjeu aussi là-dedans à travailler le devenir de la société. Je crois que un des aspects fondamentaux qu'on a besoin de travailler, c'est, je parlais d'aspiration, j'ai envie de dire, un peu d'aspiration universelle, quoi, c'est-à-dire à des droits universels qui permettent de se projeter dans la société. Et donc, on a besoin de porter, non pas, j'ai envie de dire, un affrontement de bloc contre bloc, mais bien de construire de l'unité pour donner de la perspective et de l'espoir. Et je crois que là-dedans, il faut
il faut se garder de vouloir à tout prix créer de la division, là où je pense que la question essentielle qui nous est posée, c'est bien de construire des jonctions entre parfois des hommes et des femmes qui s'ignorent. Et je pense que c'est un des éléments essentiels qui doit être porté dans la vision de la transformation de la société et dans le dépassement du système capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui. Merci, Frédéric. Est-ce que d'ores et déjà, l'un d'entre vous souhaite intervenir, soit pour commenter ce qu'a dit Fred, soit pour le questionner, éventuellement pour développer un des aspects? Sinon, moi, j'ai une question. Euh, déjà, alors, je m'interroge beaucoup aujourd'hui, à la fois sur la question du salariat, mais plus largement, je dirais, sur, on s'est rencontrés cet après-midi, je te l'ai un petit peu évoqué, mais sur la question de réactiver, je dirais, des termes, des concepts qui permettent justement d'intégrer dans le combat politique et dans le combat de transformation de la société des catégories sociales qui, d'une certaine manière, de par, je dirais, nos grilles de lecture ou nos approches idéologiques, ont du mal à les mettre en synergie, je dirais, comme acteurs potentiels, convergents avec le salariat. Et je te l'ai dit cet après-midi, mais je pense en particulier aux artisans, aux commerçants, à tous ces gens qui ne vivent que de leur travail, justement, et qui sont véritablement des acteurs concrets potentiels qui peuvent converger. D'ailleurs, Fabien Roussel les a interpellés, je dirais, sur l'avenir des retraites et leur a proposé, y compris, de converger dans l'action, soit en baissant les rideaux, soit en rejoignant, je dirais, le combat. Deuxième élément, mais qui est très lié à ça, c'est qu'on s'aperçoit que la production s'est modifiée. Les entreprises ont, pour la plupart, euh, modifié leur organisation avec la concentration, je dirais, dans les grandes entreprises, entre guillemets, de la fonction de management et pour la plupart sont devenus des distributeurs d'ordre. Et donc, on construit une nouvelle pyramide, je dirais, du travail avec des exécutants, en tout cas des nouvelles formes d'exploitation et de domination, avec évidemment des entreprises de sous-traitance de taille très soit TPE, soit PME, et donc qui nous obligent, y compris, à repenser l'évolution, y compris. Alors, est-ce que c'est l'évolution du salariat ou l'évolution du prolétariat? C'est un débat sophistique, hein, mais peut-être que derrière, il y a des questions de fond politique, justement, pour répondre aux questions que tu poses sur le rassemblement ou la convergence possible de catégories sociales ou de couches sociales un petit peu différentes dont les rapports à la production ne sont pas tout à fait les mêmes. Sur la première question, je pense que pour le coup, on est typiquement sur la notion d'alliance de classe. C'est-à-dire que chez les artisans et dans les PME, euh, on va, comme tu l'as dit, on est sur des hommes et des femmes qui n'ont que leur force de travail pour vivre, mais qui, pour certains, ont une certaine indépendance vis-à-vis des donneurs d'ordre. Voilà. Donc, ils sont en soi une classe très minoritaire à l'intérieur de la société française, mais moi je partage l'interpellation de Fabien et la manière dont tu l'abordes, Dominique. Je pense qu'ils ont des intérêts convergents avec les salariés. Voilà, et donc je pense que il y a des intérêts convergents. Là, on est sur les questions de la retraite, mais sur plein d'autres questions, ils ont des intérêts convergents. Ils n'en ont pas obligatoirement toujours conscience parce qu'on est plutôt sur
sur des hommes et des femmes qui, on va dire globalement, même si ça demanderait de rentrer dans la nuance et de le travailler mieux, sont plutôt traditionnellement acquis aux idées de droite ou en tout cas aux idées dominantes dans la société. Mais je pense que c'est un des enjeux qu'on peut se poser en termes d'alliance de classe, comme je pense que, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans mon introduction, euh, mais c'était sous-entendu. Euh, L'erreur, ça serait aujourd'hui de laisser les catégories supérieures du salariat à la Macronie et aux idées dominantes qui existent dans la société. Je pense que les forces de gauche et moi en tant que militant et responsable du Parti communiste, je pense on a des choses à dire et des choses à construire avec l'ensemble du salariat, dont les catégories supérieures du salariat. Je pense qu'il faut être en capacité de leur parler et je partage ce que tu disais sur la question des PME et, des artisans. Sur la deuxième partie, il est évident que la structure économique du pays a profondément changé et donc la structure même du salariat a profondément changé. Ceci étant dit, j'ai plus les chiffres en tête, mais il est assez extraordinaire de voir le nombre de PME et de TPE qui sont dépendantes des grands donneurs d'ordre. C'est-à-dire que on rabat les oreilles sur le fait que les grandes entreprises n'ont plus tant de salariés que ça. Ceci étant dit, elles ont une constellation d'entreprises, de PME, de TPE qui sont sous leurs ordres, en fait, qui ne vivent que parce qu'elles sont là. Et c'est elles qui décident, en fait, de la vie et de la mort de toute une série d'entreprises. Donc ça, on maîtrise à peu près. Hein. J'ai pas, je ne veux pas dire de bêtises ce soir parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais des économistes ont travaillé, on mesure la place. En fait, beaucoup de boîtes aujourd'hui ne dépendent que de ça. Donc, on a besoin de regarder ça sur la structure déjà des entreprises dans le pays. Donc, obligatoirement, ça transforme aussi, comme tu as dit, les entreprises dans leur pyramide. C'est-à-dire que on a aussi des grandes entreprises qui ont moins d'ouvriers qu'elles n'en avaient avant parce elles ont concentré une partie de leurs salariés autour des tâches, on va dire, intellectuelles, d'ingénierie, de conception, avec évidemment euh, un gonflement là-dedans. Tu l'as évoqué un peu, des places de management qu'il va y avoir à l'intérieur. Et je le dis comme ça, mais ça c'est entreprise par entreprise qu'on a le droit de s'interroger parfois sur ce gonflement de cette courroie de transmission des donneurs d'ordre. Mais par exemple, sur la question, on en parle souvent des injonctions contradictoires, elles traversent autant les ingénieurs que les ouvriers et les salariés. Ils sont tous confrontés à ça. C'est vrai dans la production industrielle, c'est vrai dans les services aussi et dans les services publics. C'est-à-dire que les infirmières et les médecins dans les hôpitaux aujourd'hui sont confrontés à ces difficultés, à cette difficulté-là. Les profs sont confrontés à des injonctions contradictoires assez terribles. C'est-à-dire que quand on dit que ça touche tout le monde, ça touche tout le monde. Quoi. Ça touche bien évidemment celui qui est le plus bas, au plus bas de l'échelle, mais ça touche aussi ceux qui sont parfois en poste et en responsabilité. Et on a des ingénieurs à qui on nous demande de produire, d'inventer, de construire avec un minimum de moyens et en voyant bien que ce qu'ils vont faire ne correspond pas obligatoirement à ce qu'ils avaient en tête au départ. Donc, on est confronté à toutes ces difficultés-là. Et je pense qu'il y a un message, en tout cas un discours qu'on a besoin de tenir global. Et après, il y a un travail de terrain à faire entreprise par entreprise. Alors, je sais que les syndicats essaient de s'y atteler, mais il y a un travail de ce côté-là qui est assez important à faire, quoi. Vincent, quelques réflexions, quelques mots? « 'Allume ton micro, hein, il est éteint.
Donc oui, il n'est pas allumé. Donc, ben, j'écoute l'injonction je m'injecte dans la discussion. Moi, pour ma part, je voulais faire quelques remarques d'abord par rapport à la situation sociale immédiate. C'est-à-dire que il me semble que au-delà d'une analyse théorique absolument indispensable, et l'apport de ta réflexion me paraît, Fred, tout à fait intéressante, hein, ça va de soi. Mais j'ai déjà constaté ça, mais je le constate, me semble-t-il, de façon encore plus visible dans la toute dernière période. Le mouvement social contre la retraite qu'on veut nous imposer a pris une force considérable et d'une certaine manière bouleverse un peu les choses. Je veux dire par là que, à mon avis, l'action, bien évidemment, modifie le rapport de force, mais peut même constituer un apport théorique ou en tout cas renverser une situation. Je ne parle même pas du succès de mouvement, hein. Bien sûr, on n'en est pas encore là. Je l'espère comme vous, mais il n'y a rien, absolument rien de certain. En tout cas, tout ce qui a pu être dit dans la dernière période ne s'avère pas faux, mais s'avère incomplet. Et par exemple, j'ai entendu dire, alors je n'ai pas d'écho de leur côté, mais que les syndicats qui étaient annoncés en état de mort organisationnelle se retrouvent avec, pour la CFDT, 10 000 adhésions supplémentaires annoncées, pour la CGT, 7 000 adhésions supplémentaires annoncées, et pour FO, 5 000 adhésions supplémentaires annoncées. C'est bien sûr pas grand-chose, mais en même temps, c'était, à mon avis, totalement imprévu, totalement imprévisible. Bon, les adhésions à travers un mouvement social local, quelquefois adhésions massives, c'est des choses qui se produisent. Mais jusqu'ici, et même dans la dernière période, on avait peu entendu ce genre de choses. Ça signifie qu'il y a, à mon avis, une prise de conscience totalement insuffisante, mais une prise de conscience du rôle des syndicats et du poids qu'ils peuvent jouer, alors que à, à la période des Gilets jaunes et bien avant, on disait que les syndicats ne pouvaient plus rien faire, que c'était des suppôts du pouvoir, que c'était des représentants d'une institution semblable à n'importe quelle institution, etc., etc. Donc, le regard porté est différent. C'est encore, bien sûr, extrêmement fragile, mais ce regard porté change. Et de ce point de vue, aussi, autre remarque, lorsque les mouvements sociaux comme ceux-là sont puissants, l'extrême droite, et c'était vrai depuis 10 ans, l'extrême droite disparaît des apparences de la vie sociale. Je n'ai pas dit qu'elle disparaissait, bien évidemment. Elle peut disparaître de façon totalement volontaire pour, d'une certaine manière, récupérer les fruits quelque temps plus tard, mais elle est aussi, d'une certaine façon, quand même paralysée. Elle n'a plus sa place socialement pendant un certain temps. Évidemment, là aussi, je grossis le trait, hein, mais c'est quand même un phénomène flagrant, quoi. Il y a un mois, ce n'était pas le cas. Et actuellement, c'est le cas au moins pour un temps. Et puis, pour aller dans le sens de ce que disait ce qu'a dit Fred dans sa réponse, euh, il est bien évident que l'organisation, euh, comment dire, l'organisation capitaliste, d'une certaine manière, contredit ce que Marx ne pouvait qu'imaginer, c'est-à-dire
la naissance d'énormes lieux d'exploitation avec un nombre d'ouvriers de plus en plus grand et de plus en plus considérable, alors que avec le développement des moyens techniques, technologiques, etc., et la mondialisation, les énormes entreprises n'ont pas disparu, mais ne sont pas dans la proportion qu'on imaginait, et il y a plutôt un émiettement des unités de travail qui rendent l'exploitation beaucoup plus efficace et qui, en même temps, permettent une hiérarchisation entre la multinationale et les boîtes de sous-traitance. Et de ce point de vue, il est intéressant de voir que dans la même période de ce mouvement social, et sans doute pas directement lié, mais les ouvriers de GMS victimes des décisions de Peugeot et de Renault envisagent d'accuser Peugeot et Renault comme si c'était évidemment une lutte très, très inégale, mais pas totalement impossible. Donc, de demander des comptes à Renault et à Peugeot parce qu'ils ont utilisé leur boîte comme sous-traitance et qu'ils ont décidé à un moment donné de s'en débarrasser pour des raisons de profit supplémentaires. Et comme c'est régional, si je puis dire, depuis que la région a grossi, ce n'est pas inintéressant de le remarquer. Je veux réagir, Fred? Je voulais ajouter que ça ne règle pas le problème des abstentionnistes, sauf à la marge, cet énorme mouvement social. Mais ça peut être déjà un frémissement. Moi, deux réactions sur ce que dit Vincent. D'abord, sur la question de l'extrême droite, et quand je dis l'extrême droite, je vais plutôt me concentrer sur le Rassemblement national. Il faut être vigilant. Alors, bien évidemment, les députés du RN ou les militants du RN ne sont pas devant les entreprises ou sur les manifestations. Ceci étant dit, quand on voit Jordan Bardella sur un plateau de télé, il n'a jamais tenu un discours aussi à gauche Oui. de ces derniers temps. Donc, ils sont en capacité de prendre la température, de voir où est le baromètre et donc d'essayer de se mettre en adéquation de la colère. Et c'est l'histoire même de l'extrême droite de jouer sur ces ambiguïtés, sur le flou idéologique et de travailler dessus. Donc, ils continuent à travailler dessus en ce moment. Juste apporter une nuance sur ce que j'ai dit. J'ai concentré bien évidemment mon analyse sur la question de la France telle qu'elle est aujourd'hui en 2023. Il est bien évident que si le nombre d'ouvriers a fortement chuté sur les 20 dernières années, c'est d'abord une des questions fondamentales, c'est celle des choix de gestion qui ont été faits par les entreprises. Le choix de la délocalisation massive qui ont été opérés selon les différentes crises. Et quand je dis une différente crise, c'est qu'on en a subi quelques-unes sur les 15 dernières années, qui ont fait qu'on a perdu énormément d'emplois dans l'industrie notamment. Et le phénomène de désindustrialisation et le choix est d'abord des gestions qui ont été opérées par les grands groupes. Tu peux citer GMS, on pourrait citer les fonderies du Poitou, qui, pareil, étaient dépendantes des donneurs d'ordre de l'automobile. Je crois que c'était Renault pour les fonderies du Poitou. On pourrait citer toute une liste comme ça de moyennes de TI, on va dire, d'entreprises qui ont été fermées. Et ça concerne d'ailleurs en grande partie des départements, je ne veux pas dire ruraux parce que c'est pas exactement le bon terme, mais éloignés des métropoles. Et donc, quand on perd une entreprise où il y a 300-400 salariés, c'est un coup dur pour les territoires.
Donc, la structure du salariat en France, elle est aussi due aux choix de gestion qui ont été opérés dans les entreprises. Et la baisse du nombre d'ouvriers est aussi due à cette réalité-là. Donc, bien évidemment, moi, je partage que ce qui est en train de se passer est très important. Je ne sais pas si on gagnera, et je suis comme Vincent, j'espère qu'on va gagner. Ceci étant dit, on va se le dire entre nous, il y a longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans un mouvement social de cette ampleur où on peut se dire que la victoire est possible. Voilà. Il y a des moments, on a eu de grands mouvements sociaux où on sentait que ça serait compliqué à la fin. Là, on se dit qu'il y a il y a la mobilisation, il y a plein de choses qui font qu'il y a on peut avoir peut-être le cocktail qui permet qu'à la sortie, on gagne. Après, il n'y a pas d'automaticité. On sait que c'est le travail syndical, le travail dans les boîtes, mais aussi le travail des forces politiques euh, dans la cité et dans les assemblées qui sont aussi les outils de victoire à la fin. Ce qui est sûr, c'est que dans un mouvement comme ça, on sait que le mouvement des idées s'accélère, qu'il y a des choses qui bougent et que ce qui paraissait impossible il y a 3 mois devient de l'ordre du possible aujourd'hui. Donc tout ça, il faut qu'on soit en capacité les uns et les autres de l'analyser, de le percevoir et de regarder comment on est utile pour qu'à à la sortie, on soit victorieux. Tu as très peu, dans ton exposé, alors que tu l'as abordé, je dirais, dans ton article, tu as très peu évoqué la dimension, entre guillemets, d'opposition, bloc de campagne, bloc des villes, je dirais, dans cette approche qu'ont fait les auteurs que tu as cités. Euh, enfin, quel est ton point de vue là-dessus? Enfin, comment tu les décortiques, comment tu les déconstruis et quelle analyse tu portes? Parce qu'effectivement, si l'on regarde électoralement ce qui s'est passé aux dernières élections, il y a eu cette matérialisation de comportements un peu différents entre les territoires, enfin, entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Alors, je trouve que c'est bon, j'ai envie de dire, mon article, il n'est pas une fin en soi, il est une invitation à continuer à travailler et à analyser collectivement. Euh, En plus, je vais le dire comme ça, j'ai tendance je trouve que la Gironde, de par sa taille, euh, concentre en fait beaucoup de choses de ce qui est la réalité française. Voilà. En tout cas, on a une métropole très grande qui concentre des richesses, qui concentre de la pauvreté comme on peut en trouver dans beaucoup de métropoles. Et après, on a des territoires périurbains et ruraux. Donc, sur le territoire de la Gironde, on arrive à avoir la concentration de tout, en fait. Voilà, de tout avec des villes moyennes à l'intérieur. Euh, moi, je pense que mon sentiment, en tout cas, c'est que d'abord, le décalage qu'il y a entre territoires ruraux et territoires urbains, c'est le sentiment fort qui existe dans la population des territoires ruraux et périurbains, le sentiment d'abandon. C'est-à-dire que quand on voit des services publics disparaître au fur et à mesure de son territoire, voir que en fait il n'y a pas d'entreprise qui s'implante, euh, toute une série de choses comme ça qui sont des indicateurs qui font que la perception qu'il peut y avoir dans la population, c'est celle de l'abandon. Et quand c'est l'abandon qui domine, eh bien, en fait, j'ai envie de dire, c'est des votes de colère qui s'expriment derrière. On n'est pas exactement dans la même réalité dans les métropoles. Non pas qu'il y ait moins de pauvreté, par exemple, dans les métropoles, on a des vrais proches de pauvreté et de misère, sauf que l'accès au monde est un peu différent. Et on ne le prend pas de la même manière. J'ai envie de dire, même s'il y a beaucoup de misère aux aubiers
ou dans des cités de la rive droite, on a toujours l'occasion de prendre le tramway, de partir en centre-ville, de s'ouvrir d'autres perspectives. Ça, c'est la première chose. Deux, je crois qu'on a des forces dans ce pays qui travaillent fortement à la division et à l'opposition entre les populations. Euh, et, euh, et bien évidemment, il y a toute la question du racisme qui est travaillée. Je vous invite à regarder les interventions du RN à l'Assemblée régionale, mais c'est-à-dire que, par exemple, ils dénoncent régulièrement le fait que on donne beaucoup d'argent pour les zones prioritaires en zone urbaine. Euh, mais non, mais c'est travailler et dire, grosso modo, on donne l'argent aux derniers arrivés en France, alors que dans les campagnes, on abandonne la population. Le sentiment d'abandon, il est là, et s'il y a un discours après qui vient se coller dessus, bah, il peut avoir des résultats. D'où la nécessité de remettre un discours de classe, un discours de classe dans la société à partir de ce que vivent les gens, parce qu'on a aussi énormément de gens qui font la route tous les jours entre des zones rurales et la métropole pour venir travailler, parfois dans des conditions compliquées. Le fait qu'on rajoute, on leur complique la vie, et c'est une réalité, en créant des ZFE, en limitant, tout ça crée de l'aigreur dans toute une partie de la population. Et ce que moi je comprends complètement, c'est-à-dire que quand on fait une heure et demie de voiture, aller, une heure et demie de retour tous les jours, bon, ben pour gagner des salaires qui sont, pas, je ne vais pas dire des salaires de misère, mais des petits salaires, bon, mais très vite, il y a des l'aigreur qui se construit. Donc, il faut, et je pense que c'était l'idée de Fabien Roussel pendant la campagne des présidentielles, et on continue dessus, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'appuyer uniquement sur la couleur qui serait existante dans la population, mais de bien se dire que on peut construire un espoir collectif dans une autre société. Et je pense, c'est d'espoir qu'on a besoin aujourd'hui de développer plus que tout. Donc aujourd'hui, ce qui domine, c'est plutôt, j'ai envie de dire, les divisions entre la population. Donc je pense qu'en tout cas, notre rôle de progressiste, et moins en tout cas nous, de communistes, c'est de rassembler à partir des combats de classe qui peuvent exister dans la société, quoi. Patrick ou Stéphane, vous souhaitez À évoquer ou tous, dire quelque comme je l'ai chose? dit. Salut Vincent, ouais, tu as une autre question? Non, c'est bon, il s'en allait. Patrick, Stéphane? Stéphane, en fait, c'est Jean-Louis à Pessac, hein. Allô, tu m'entends? Oui, vas-y, on Très t'entend. bien, très bien, très bien. Donc, je partage évidemment tout ce qui vient d'être dit. Moi, il y a un point qui me paraît important, c'est que les aspirations communes euh, qui peuvent constituer l'unité du salariat soient montrées par nous dans des actions et des mots qui soient compréhensibles de la même manière par tous, par toutes ces catégories salariales. Parce que j'ai personnellement l'expérience, enfin, des amis qui sont des cadres sup et pour qui la CGT est le pire des syndicats, le syndicat qui apporte le plus de nuisances. Et pourtant, quand on discute avec ces cadres sup, eh ben, c'est des gens qui se disent progressistes, de gauche, qui sont révoltés par les super profits, etc. etc. Donc, je dirais que la forme de notre discours, que ce soit au niveau verbal ou au niveau des actions, doit avoir un sens qui emporte l'adhésion de toutes ces catégories. Et c'est vraiment un truc à travailler, quoi. Voilà. Merci Euh, Stéphane. Moi, je C'est partage qu'il Jean-Louis y a Apessac. juste C'est Jean-Louis Apessac, hein. on a des vrais obstacles, hein, je pense que tu as raison de les souligner, c'est-à-dire qu'il y a des constructions idéologiques qui sont des vrais obstacles parfois sur le travail d'unité, sur des questions des aspirations qui rassemblent. Ça, je partage ce que dit Jean-Louis. On a besoin de faire de lever ces obstacles, et le discours et les pratiques, hein, les deux, hein. C'est-à-dire que Ouais, ouais, ouais. on peut pas en rester au discours. Il faut que les pratiques aussi politiques et syndicales permettent ça. C'est-à-dire que
si on reste sur ces obstacles idéologiques qui sont d'ailleurs, tu as raison de le pointer, vrais chez les cadres supérieurs, qui sont aussi qui sont existantes aussi chez les ouvriers ou chez les employés, mais parce que c'est leur, comment dire, je ne vais pas reprocher à un ouvrier qui a une hiérarchie au-dessus de lui, qui donne des ordres, de pas obligatoirement voir toujours qu'il peut y avoir des combats communs à mener. C'est logique, Ouais. c'est la vie dans une entreprise. Donc là, on a une vision, j'ai envie de dire, quand j'interviens et que je porte ça, je le vois d'une manière un peu très large au niveau de la société, au niveau macro, au niveau d'un pays. Après, le vécu des uns et des autres est parfois un peu plus compliqué. Donc il faut qu'on apprenne dans nos discours et nos pratiques à être en capacité de dépasser, de dépasser ça. En voyant bien, j'insiste, que parfois il y a effectivement il y a des divergences entre un cadre supérieur et un ouvrier. Donc ça, elles existent. Elles existent et c'est une réalité. Euh, la question qui nous est posée, c'est comment on construit des ponts, des jonctions sur des aspirations communes qui sont essentielles au développement de la société. Quand je parle par exemple de démocratisation de l'entreprise, ça se pose totalement différemment pour les ouvriers que pour les cadres, les cadres ou les ingénieurs. Ceci étant dit, c'est une option, enfin un but pour transformer le mode de production essentiel. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver les moyens de travailler ça, en voyant bien que ça va pas c'est pas dans un claquement de doigts qu'on va réussir à faire ça. Donc, c'est de l'expérimentation, du travail collectif, des échecs et comment on tient compte de tout ça et on travaille ensemble, quoi. Ouais, Et ouais. ça, je pense, c'est essentiel dans dans la vision de transformation qu'on a de la société, tant pour les organisations syndicales que pour les organisations politiques comme le Parti communiste. Mhm. Absolument. Juste une dernière remarque, et puis on va s'arrêter là, hein, puisque c'était un petit peu le contrat qu'on avait passé. Euh, c'est juste une question. Moi, mon expérience justement d'un grand service public m'a montré que il y avait aucune fatalité, je dirais, de fracture entre justement les ouvriers employés et les cadres ou cadres supérieurs euh, de l'entreprise. Si on dépasse, je dirais, la seule logique d'organisation de l'entreprise et qu'on regarde les choses du point de vue des moyens dont on dispose pour atteindre d'une part des objectifs, mais aussi surtout pour débattre des objectifs du service public en particulier. Et il me semble qu'on balbutie encore un peu, mais que déjà on commence un petit peu à avoir une autre attitude, et ne serait-ce en positionnant les combats sur des objectifs à atteindre, c'est-à-dire des objectifs pour l'entreprise, pour le service public, c'est-à-dire avec une vision qui permet à tout le monde finalement de se déplacer, de faire un pas de côté, entre guillemets, et de réfléchir à des perspectives communes. Mais bon, j'aurais plein de choses à dire là-dessus, mais Non, mais on en le fera plus, une autre fois. je pense que c'est. Alors, il faudrait peut-être le comparer avec d'autres expériences, mais la question du monde universitaire est un peu particulier parce que ça a été longtemps euh, un laboratoire de démocratie, on va dire. Voilà. C'est vrai. Mhm. Avec un conseil d'administration, avec une représentation de toutes les catégories, et y compris les usagers à l'intérieur, puisque les étudiants sont au conseil d'administration, ce qui est un peu à part dans la société française. C'est-à-dire que les endroits où les usagers sont représentés au conseil d'administration, ça n'existe pas dans beaucoup de secteurs publics, malheureusement. Donc, même si ça, ça a été mis à mal, hein, quand même, Dominique. Mais c'est bien sûr qu'on a besoin de construire ces espaces de construction collective, mais aussi parfois d'affrontement d'ailleurs. Mhm. C'est les deux, hein. Il ne s'agit pas d'être dans l'angélisme le plus total, hein. Mais il y a besoin
y a besoin de ça, et j'ai envie de dire, si ça existait dans un peu plus d'endroits, la société française se porterait sans doute beaucoup mieux, et en premier lieu dans les services publics. Hein, parce que malheureusement, le modèle universitaire, avec tous les défauts il ne s'agit pas pareil d'idéaliser ce qu'est le modèle universitaire, mais par bien des aspects, avait un aspect démocratique très intéressant, qui aurait pu être dupliqué dans plein d'endroits, quoi. Et je crois que une des questions qui nous est posée, et je vais élargir un petit peu le champ d'ailleurs, c'est en premier lieu la démocratisation des services publics dans leur totalité. C'est-à-dire que je sais qu'il y en a qui veulent absolument tout régionaliser. Je crois que la question qui nous est posée, c'est pas tant que telle ou telle collectivité prenne ou telle compétence pour être au plus près de la population, mais bien celle de la démocratisation de nos services publics, avec la présence des salariés à l'intérieur des services publics et des usagers à l'intérieur, pour être en capacité de définir, comme tu l'as dit, les objectifs qu'on a besoin de construire collectivement, et donc des moyens aussi qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver. Et quand je dis moyens, c'est aussi les moyens humains et financiers, bien évidemment, que ça pose. Et là aussi, je vais élargir. Quand je dis on a besoin de construire des jonctions, les jonctions, elles peuvent être aussi sur des grands sujets de société. Je pense, on parlait de l'université, mais ça peut être des questions de la santé, de la protection sociale, de l'école, qui traverse l'ensemble de la société avec des aspirations qui sont communes à l'ensemble de la population, avec la volonté que chaque enfant puisse, on a envie que son enfant réussisse, quoi. Donc on a envie que les moyens soient mis. Alors là aussi, c'est plus facile quand on est dans une catégorie supérieure, parfois d'accéder à un autre enseignement que ce qui peut exister, mais en tout cas, on a besoin de reconstruire une volonté commune sur les questions de l'école. Donc on pourrait élargir le champ. Il y a la question dans l'entreprise, dans les services, au moment où on travaille, mais aussi sur les champs de la société qui dépassent. Et là, on a besoin là aussi de voir qu'il y a des jonctions qui peuvent se construire avec l'ensemble des catégories sociales de notre pays, quoi. Pour un acteur de la lutte des classes, ton discours est quand même apparaît en rupture un petit peu avec les images, en tout cas d'Épinal, qu'on a pu ou qu'on peut se trimballer, je dirais, habituellement. Non, mais après, je te dirais pas autre chose que le fait que la lutte des classes, elle se joue d'abord dans le monde de la production matérielle et des services, mais qu'elle dépasse aussi le monde de l'entreprise, et qu'elle se joue aussi dans d'autres sphères de la société, mais que la question qui nous est posée, c'est qu'on réintègre, et qu'en tout cas, le politique réintègre le monde de la production et des services. Voilà. Et donc, l'affrontement de classes, il faut aussi le construire. Et donc, ce qui nous est posé, c'est la question, la construction aussi d'une conscience de classe dans notre pays, quoi. Bien, écoutez, si vous en êtes d'accord, en plus c'est aujourd'hui la Saint-Valentin, donc on va regagner nos foyers respectifs. Et je remercie Frédéric pour nous avoir donné l'occasion de partager à la fois son travail et puis un certain nombre de réflexions dans Et l'actualité. puis, acheter la pensée, hein. Oui. Absolument. D'accord. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à jeudi, comme disait Vincent, au plus tard. C'est Et ça. bonne soirée à tous aussi. Voilà. Bonne soirée, Patrick. Soirée à jeudi. Salut Patrick. Au revoir. Alors, je retrouve ici.